Bonjour à tous, bienvenue pour ce regard croisé sur les défis des entreprises et le développement durable. Donc aujourd'hui, nous allons questionner comment les entreprises peuvent-elles accélérer vraiment la croissance la transition écologique, pardon, et question d'autant plus importante qu'elle vient après le rapport du GIEC qui est sorti récemment et qui montre l'importance de l'environnement dans notre société. Alors pour ce regard croisé, nous avons Patrick Artus, conseiller économique chez Natixis, très engagé à l'Institut dans l'entreprise et toujours présent pour cette relation entre les entreprises et les enseignants. Marie-Georges, qui a fait des études de lettres, qui a fait Sciences Po et a ouvert son entreprise de conseil dans le développement durable et qui aujourd'hui travaille chez Deloitte, toujours dans le conseil du développement durable. Emmanuel Lurion, qui dirige Poche Eco, une entreprise qui produit des enveloppes dont l'objectif est de le respect environnemental dans la production d'enveloppes. Et Florence Lambert, docteur en électrochimie, qui dirige depuis cette année Janvia et qui a pour objectif le déploiement industriel de l'hydrogène décarboné. Pardon. Donc, nous avons ici Aurélien Chevalme, professeur d'histoire géo, et moi, Laura Sgambati, professeur de sciences économiques et sociales. Bien, c'est un plaisir effectivement de travailler sur ce thème de la transition écologique au sein des entreprises cet après-midi. J'aurais, on va dire, peut-être trois étapes voilà, dans ce questionnement. D'abord, interroger rapidement ce qu'est le défi de la transition pour les entreprises, à savoir que ce n'est pas une option. Ensuite, évoquer la question des stratégies, quelles sont les différentes stratégies des entreprises pour effectivement assurer cette transition et quelles sont les solutions, enfin les solutions et aussi les obstacles à lever. Voilà à peu près les trois idées qu'on va essayer de développer pendant cette petite heure. Je voudrais commencer d'abord, Marie-Georges, par une question assez simple que je vais poser à chacun de tous les intervenants, à savoir, la transition, c'est quoi ? Parce que la transition, on en entend beaucoup parler dans les programmes scolaires, c'est vraiment une notion centrale. Donc qu'est-ce que c'est que la transition selon votre spécificité à chacun d'entre vous? Donc Marie, je vous en prie. La transition, c'est le moment, le temps entre un état d'aujourd'hui, un état A, et un état B. Donc, d'un point de vue écologique, la transition entre un modèle actuel très émetteur de gaz à effet de serre, très carboné, très dépendant des énergies fossiles, à un modèle qui le soit beaucoup moins. Ce qui est intéressant dans cette notion de... Donc là, on est vraiment dans cette transition. Ce qui est intéressant dans la transition, c'est deux choses. La première, c'est qu'on n'est pas du tout en train de transitionner d'un état A à un état A'. C'est-à-dire qu'il faut bien prendre conscience du fait qu'il s'agit moins d'une transition, d'un modèle qu'on va légèrement changer ou légèrement modifier aux entournures que d'une véritable révolution, d'une sorte de métamorphose. Donc on passe bien d'un A à un B. Et la deuxième chose, c'est que ce qui est très compliqué dans la transition, c'est de définir l'état B. Et ce qui est très compliqué aujourd'hui, c'est de savoir quel est le futur durable ou le futur souhaitable vers lequel on se dirige. Et c'est très complexe dans chaque industrie, dans chaque secteur. C'est très complexe de définir quel est, dans le secteur agroalimentaire, l'horizon durable auquel on veut travailler dans le secteur énergétique, dans le secteur automobile et des transports et des mobilités en général. Définir cet état B est assez complexe en fait, et si on ne définit pas cela, c'est assez compliqué de transitionner. On avance de manière un peu incrémentale en essayant d'améliorer ce qui peut l'être, mais on n'est pas parfaitement dans cette transition qu'il faut enclencher. Donc il s'agit effectivement d'une transition qui est systémique. Il s'agit de changer de modèle et d'inclure aussi les conséquences de cette transition dans l'espace, puisqu'il y a une dimension territoriale aussi dans la transition. Patrick Artus, comment vous définiriez la transition ? Moi, je ne vais pas redire ce qui a été très bien dit. Je crois que la complexité, c'est... j'aime peut-être je ne sais pas si c'est une divergence, mais on sait à peu près vers où on veut aller. Enfin, on veut émettre 0 carbone net en 2050. Alors, on va parler de l'énergie, parce que écologique, ça pourrait être plus large que l'énergie. On pourrait parler de biodiversité, de l'eau, enfin, si je me concentre sur l'énergie. On veut émettre 0 carbone net en 2050. Donc ça, le point d'arrivée, il est à peu près clair. Ce qui est très compliqué quand on est dans une entreprise, en fait, c'est de fabriquer la trajectoire. On sait où on est aujourd'hui, on sait où on veut arriver. Et cette trajectoire, ça inclut des investissements,
des désinvestissements, on en parlera peut-être tout à l'heure, ce qui est quand même extrêmement massif, quoi. On va détruire du capital. Il y a plein d'investissements qui ont été faits dans les entreprises qui ne pourront pas être utilisés aussi longtemps qu'on le croyait, quoi. Une centrale à charbon, un puits de pétrole, enfin, oui, bon, une usine de moteurs diesel, enfin, il y a plein d'exemples. C'est un problème de compétences dans l'entreprise. Alors, il y a une question qui se pose, si vous voulez, dans l'industrie ou dans beaucoup d'entreprises, c'est de dire, est-ce que ce sont les mêmes entreprises qui vont se mettre sur une trajectoire de transition ? C'est-à-dire, je suis aujourd'hui un pétrolier et dans 30 ans, je ferai de l'hydrogène vert, hein, pour parler à ma voisine de droite. Ou est-ce que, et c'est un vrai débat, en fait, c'est pas un débat théorique, c'est un débat pratique, ou est-ce qu'il faut fermer les vieilles entreprises et créer de nouvelles boîtes qui sont dans le nouveau modèle ? Alors on pourrait le dire dans l'automobile, dire est-ce qu'il faut que General Motors se mette à fabriquer des voitures électriques ou est-ce qu'il faut fermer General Motors et remplacer par Tesla, quoi, oui. Dans le pétrole, est-ce que les boîtes du pétrole et du gaz doivent évoluer vers des boîtes d'énergie renouvelable ou est-ce qu'il faut les fermer et envoyer le capital sur des boîtes nouvelles Donc vous voyez que profondément, après, il y a un problème de compétence. C'est-à-dire, est-ce qu'une entreprise aujourd'hui qui est brune, pour prendre le vocabulaire habituel, a en interne des compétences qui lui permettent de devenir verte ? Et est-ce qu'il y a une efficacité économique à faire cet effort, quoi ? Ou est-ce qu'il faudrait mieux la fermer et partir de zéro d'une entreprise qui est directement verte, quoi. Voilà. Donc vous voyez, ça pose une vraie question. Le modèle américain, c'est plutôt un modèle de remplacement. Le modèle européen, c'est plutôt un modèle de transition, au sens où c'est les entreprises qui vont évoluer dans le temps. Mais dans 30 ans, les pétroliers européens seront des boîtes d'énergie renouvelable, quoi. Voilà, donc ça, oui, ça pose plein de questions. Et alors, c'est une question, je suis là-dessus, aussi de finance. Si vous parlez à des financiers libéraux, ils vous diront que ce serait beaucoup plus efficace qu'au lieu qu'une boîte brune dépense de l'argent pour faire sa transition, qu'elle rende l'argent à ses actionnaires qui vont investir dans une boîte qui est tout de suite verte aujourd'hui. Et que c'est plus efficace pour financer l'économie, c'est une meilleure utilisation de l'épargne, etc. Donc voilà. Donc, bon, je n'ai pas répondu à votre question, mais oui, c'est compliqué parce que ça pose la question de la capacité des entreprises à changer de modèle en restant la même entreprise, quoi. C'est ça. Parce que sinon, effectivement, on est dans un système où on a une destruction massive de capital. De toute façon, vous l'avez. C'est-à-dire, la vraie question, c'est est-ce que je place les entreprises dans une trajectoire de transformation ou est-ce que je ferme les vieilles pour les remplacer par des neuves, quoi. On a fermé les entreprises de diligence, j'exagère, pour fabriquer des entreprises de chemin de fer. Mais, oui, mais là, est-ce que les pétroliers doivent devenir des fabricants d'électricité verte ? Ou est-ce qu'il faut les fermer et qu'il y ait une nouvelle boîte qui ne fasse que de l'électricité verte dès aujourd'hui, quoi. Donc ça pose vraiment un problème de savoir s'il faut transformer ou faire une espèce de saut où c'est d'autres acteurs, quoi. Avec Jean-Via, Florence Lambert, on est dans une création d'entreprise, en fait. On est dans une entreprise qui vient de naître en 2021. Comment vous envisagez cette transition écologique à Jean-Via ? Oui, alors à Genvia, en fait, alors c'est la première fois en fait que je suis qualifiée de pétrolier. Alors moi qui ai fait du. Non, j'ai pas dit ça. Non, c'était juste pour le petit clin d'œil. Parce que du coup, j'ai fait du renouvelable toute ma vie. Mais je pense que c'est une bonne question. Alors pour moi, la transition énergétique, c'est d'abord quand même une bataille contre le CO2. Donc ça, pour moi, c'est important, tout en ne perdant pas les personnes. Parce que quelque part dans tout ça, peu importe l'entreprise, ce qui est quand même important, c'est que derrière, il y a des emplois. Et je pense qu'on réussira, alors peu importe également le détour, est-ce que c'est l'entreprise qui évolue, est-ce qu'on en crée une autre ? Moi, je pense qu'on a quand même une formidable opportunité, et Genvia en est l'exemple, de pouvoir s'appuyer sur des socles de compétences et faire évoluer les personnes. Donc c'est tout à fait le cas de l'aventure en fait. Souvent on me dit mais pourquoi Genvia est à Béziers à la Cameron, donc qui est un centre de Schlumberger pétrolier. C'est que tout simplement, et c'est peut-être ce qu'on ne sait pas, quand on fabrique un électrolyseur, et c'est vrai sur beaucoup de technologies autour de l'hydrogène, en fait on va faire de la mécanique, de l'assemblage métallurgique, et c'est quand même un formidable starter pour faire rebondir des emplois. Moi, je pense que le challenge que nous avons, c'est non seulement cette lutte contre les émissions de CO2, mais c'est en ne perdant pas les gens.
Le pire, c'est d'avoir une vision très théorique de la chose, sachant que non seulement il ne faut pas qu'on émette de CO2, mais il faut que les gens demain puissent continuer à avoir un emploi, à pouvoir se déplacer quel que soit le niveau social, et à pouvoir aussi faire évoluer leur famille, etc. Donc, pour moi, je raisonne plutôt sur un terme de compétences, et je pense qu'on a une superbe opportunité de pouvoir travailler sur des entreprises et des socles de compétences existants et de les amener à développer des solutions de la transition énergétique. Donc pour moi, c'est vraiment un des points qui peut être fait, et de faire de cette bataille, de faire de ce grand rendez-vous de l'homme avec lui-même, d'en faire une vraie opportunité de rebond économique dans beaucoup de secteurs. Je pense que Laura, tu as une question du public. Une petite question, que fait Jonvia ? Alors, Genvia, donc Genvia en fait est une société qui va développer et produire des électrolyseurs. Alors, je vais peut-être juste pour repositionner. On parle beaucoup d'hydrogène, parfois même peut-être trop pour moi. On imagine un monde un peu merveilleux où tout sera fait autour de l'hydrogène. Alors, je pense que ça arrivera. On est plutôt à horizon 2040, 2050, quand on va développer beaucoup de renouvelables, qu'il va falloir le stocker. Il ne faut pas oublier que l'hydrogène, c'est une arme pour décarboner l'industrie. Donc, c'est aussi pourquoi ça s'accélère maintenant. Donc, on peut imaginer un monde merveilleux de l'hydrogène, mais tout ça, ça marche que si et seulement si on sait produire de l'hydrogène sans polluer, sans réémettre du CO2 comme c'est le cas aujourd'hui, et surtout à un coût compétitif. Et donc, ça passe par développer des électrolyseurs. Donc, avant d'imaginer d'utiliser de l'hydrogène, donc Genvia se situe en amont pour pouvoir produire de manière compétitive et sans pollution de l'hydrogène. Donc c'est ça notre vocation. Et pour Pocheco, alors Emmanuel, comment vous avez comment vous définirez cette transition écologique aujourd'hui dans votre entreprise ? Eh bien moi je crois que la transition est une formidable occasion de se réinventer. On lit les rapports du GIEC depuis 1988. Il nous informe depuis 1988 de ce que doit être la feuille de route de l'entreprise. Alors depuis 1988, on ne les écoute pas, on ne les applique pas, on ne les transforme pas, les rapports du GIEC, dans nos actes, puisqu'on semble aujourd'hui découvrir la gravité de la situation, qui est une situation qui est connue depuis maintenant longtemps. On sait que les deux premières révolutions industrielles ont engendré la situation qu'on nous demande aujourd'hui de mesurer, et éventuellement que nos actes permettent de ralentir les effets délétères des actes des 2 siècles passés. Donc, d'où je parle de Pocheco, qui est une entreprise dont vous avez dit qu'elle fabrique des enveloppes, mais c'est un métier en effondrement depuis la survenue du digital, du numérique. Et donc, cette équipe se confronte à l'effondrement de son métier, de ses savoir-faire, de l'activité principale de l'entreprise qui nourrit les carrières et qui permet de faire vivre plus ou moins 300 familles. L'objet consiste à se réinventer intégralement, et il se trouve que depuis 25 ans, nous sommes au travail, et je peux dire que nous avons tout réinventé. Alors dans la fabrication de l'enveloppe prioritairement, puisque c'est là que ça s'applique. On a changé les matières premières qu'on utilise en passant par l'analyse du cycle de vie pour évaluer quel peut être un produit non toxique pour la santé humaine. Et puis, on a fait un travail sur l'énergie. On produit notre propre énergie. Pocheco est une usine qui est aujourd'hui zéro déchet, autosuffisante en énergie électrique, autosuffisante en ressources hydriques industrielles, qui est un corridor de biodiversité en elle-même. Alors, c'est une petite entreprise, mais il se trouve qu'on a créé un bureau conseil qui accompagne 250 entreprises dans le monde ouvert, oui. et 30 000 salariés. Donc beaucoup d'entreprises multinationales ou des ETI, d'autres PMI, en France et partout dans le monde jusqu'en Indonésie, regardent quelle est la technique pragmatique qui consiste à mettre comme feuille de route de l'entreprise, comme nouvelle feuille de route de l'entreprise, le dernier rapport du GIEC. Et faire en sorte d'adapter quotidiennement toutes nos méthodes, les plans de déplacement, les plans de mobilité, les corridors de biodiversité, l'analyse du cycle de vie, bref, toutes ces techniques qui sont des clés qui permettent d'agir le changement.
le discours sur le changement, le discours sur la transition, la réflexion est nécessaire. Bien entendu, on s'en nourrit. Tout un mouvement de pensée aujourd'hui nous accompagne, hein. Baptiste Morisot, Manière d'être vivant, tous ces gens pensent le monde en nous rappelant l'essentiel. Nous sommes une espèce parmi 10 millions d'espèces vivantes et nous interagissons. Ce que l'entreprise a majoritairement, complètement oublié depuis 2 siècles. Disons-le clairement, on a priorisé le revenu, la croissance, comme si elle était infinie et qu'elle n'avait pas de conséquences. On a surexploité les ressources, qu'elles soient fossiles, fissiles, minières, halieutiques. On empoisonne l'ensemble de la chaîne alimentaire et il faudrait que l'entreprise hors sol continue de fonctionner comme si de rien n'était. Non. Clairement, à notre échelle, depuis 25 ans, on a considéré notre responsabilité directe. Et donc la transition, c'est une question de se réinventer. Et c'est une formidable chance qu'on se donne de le faire avec des équipes qui s'engagent pour ça. Alors, pour quelles raisons, Patrick Artus, les entreprises accélèrent-elles leur transition écologique ? Pas tout seul à répondre à ça. Enfin, comme je savais que vous posiez la question, la liste est très très longue, quoi, je veux dire. Oui. D'abord, il y a la conviction des dirigeants et des salariés. Je crois que c'est de plus en plus important, surtout des jeunes salariés qui vont aller dans une entreprise que si elle est dans ce processus et qui sinon n'iront pas. Hein. Et donc, on est, nous, comme managers d'entreprise, confrontés à des jeunes qui veulent que l'entreprise fasse quelque chose. Hein. La finance, alors en général, on dit beaucoup de mal de la finance, mais dans ce cas-là, la finance est plutôt en avance sur les gouvernements. C'est-à-dire aujourd'hui, la demande de finance, alors je vais dire verte pour faire simple, parce qu'en réalité c'est plus compliqué que ça, mais la demande de finance verte est tout à fait considérable. Le développement des fonds ESG est incroyable, et on voit venir le moment où assez vite, une entreprise qui ne fait pas d'efforts ne trouvera plus d'actionnaires. Ou alors, vous êtes dans des discussions bizarres où on vous dit, oui, mais tu pourras encore trouver des actionnaires à condition que tu acceptes qu'ils soient de Chine, de l'Ouest, ou voilà. Mais des actionnaires normaux, je dirais, du monde OCDE, ça va être très compliqué d'en trouver pour une entreprise qui ne fera pas d'efforts. La finance est aidée par les banques centrales. La BCE passe le message qu'elle va traiter différemment les dettes émises par des entreprises qui font un effort de transition et de celles qui n'en font pas. Bon, il faudra savoir quelle sera la métrique de mesure, mais elle existera. Les opinions, les ONG, je saute. Bien sûr, les règles comptables. Alors, les règles comptables, ça joue un rôle central dans la vie des entreprises qu'on sous-estime parfois. On va avoir une comptabilité extra-financière, ESG, hein, en gros, qui sera aussi précise que la comptabilité financière. Donc aujourd'hui, c'est un peu le bazar, quoi. Je veux dire, chaque entreprise produit des comptabilités extra-financières, il n'y a pas vraiment d'harmonisation, chacun a ses indicateurs. On va avoir quelque chose qui sera aussi harmonisé que la comptabilité, et c'est rapide, hein, c'est une question d'1 ou 2 ans, hein, c'est pas dans le très long terme. Bien sûr, il y a on en parlait déjà ce matin, les États, hein, donc les règles des États, les règles de la Commission européenne, le prix du CO2, etc. Voilà, donc si vous êtes dirigeant d'entreprise, en fait, c'est plus une option, quoi. Enfin, je pense que c'est vraiment, vous n'avez juste pas le choix. C'est-à-dire que ce qui est intéressant d'ailleurs, et on en parlait aussi ce matin, c'est le grand changement, c'est que ce n'est plus perçu comme un coût pour un dirigeant d'entreprise. C'est l'inverse. Il sait que s'il ne le fait pas, il va mourir. Soit parce qu'il ne trouvera plus de prêteurs, soit parce qu'il pourra plus, c'est que ses papiers ne seront plus acceptés par la Banque centrale, soit parce qu'il n'aura plus de clients, enfin voilà, soit parce qu'il ne pourra plus embaucher. Donc on a basculé de logique, quoi, d'une logique où je le fais, mais ça m'ennuie et je vais essayer de ne pas le faire vraiment trop vite, et une logique où ça devient une question de survie de le faire, quoi, et y compris dans des très grandes boîtes très brunes. Hein, donc ce mouvement est quand même assez violent. Peut-être pour rebondir sur ce que vous disiez, la feuille de route peut-être, en tout cas l'horizon qui est de dire maintenant il faut qu'on arrive à faire produire, mais en n'émettant pas de gaz à effet de serre, oui peut-être que ça on sait.
Mais le comment y parvenir dans les entreprises, et en particulier dans les très grandes entreprises, est infiniment complexe. Si je prends l'exemple de l'agroalimentaire, on dit on est dans un monde d'industrie agroalimentaire dans lequel on a des émissions énormes sur la viande, les vaches, l'élevage industriel, sur la manière de produire les cultures avec des intrants, des pesticides, etc. etc. Si je suis un leader mondial de l'agroalimentaire et que je veux arriver à de la neutralité carbone ou à une position durable, en fait, il faut repenser l'intégralité du système agroalimentaire mondial. Depuis le champ jusqu'à l'assiette des consommateurs, et même après, si je le prends dans une perspective très circulaire. Si je suis dans l'industrie textile, où avant qu'un vêtement soit acheté, il a fait 15 fois le tour du monde entre l'extraction de la matière première, coton, et la fin de vie du produit dans une déchetterie, je ne sais pas où, en Afrique, je veux dire, il faut repenser l'intégralité du système mondialisé de production textile. Donc en fait, chaque entreprise doit se poser la question de qu'est-ce qu'elle peut faire elle, et elle n'a pas le pouvoir de transformer l'intégralité du système. Elle a une marge de manœuvre qui est relativement limitée, et elle a un modèle économique à faire tourner, parce que si elle veut garder l'emploi, il faut quand même qu'elle ait une forme de rentabilité, donc elle s'inscrive dans une forme de transition. Donc en fait, la recette, elle n'est pas écrite, elle est très complexe. Plus l'entreprise est grosse, plus l'entreprise est mondialisée, plus c'est compliqué. Et c'est même souvent pas seulement la question d'une seule entreprise, mais la question d'un secteur tout entier, avec des dynamiques extrêmement collectives et même intersectorielles. C'est-à-dire que c'est quel type d'énergie on met dans l'industrie agroalimentaire, avec quel mode de transport de distribution, avec quelle gestion des déchets derrière pour permettre une circularité. Donc on est même dans des dynamiques qui sont intersectorielles, qui sont entre les entreprises privées et les États, les gouvernements, la régulation, etc. Donc on est dans un changement systémique et on est dans une équation extrêmement complexe. Alors Marie, vous parlez surtout du secteur de la production, et une question du public, c'est est-ce que le consommateur ne serait pas, enfin c'est pas lui qui finalement décide avec ses choix? Patrick? Ou peut-être Florence, qui me semble avait envie de répondre. Alors, oui, je pense qu'il y a aujourd'hui une vraie évolution des usages. Mais je pense que quand même, c'est aussi très, très profond dans l'industrie, dans les industries. Et pour rebondir aussi sur ce que vous disiez, moi, je vois quand même aussi des mouvements très volontaristes de faire les choses autrement. Alors, il y a la transition énergétique, il y a l'effet Covid aussi. Et donc, on est confronté à des secteurs entiers qui disent, bah voilà, ça suffit, mes pièces mécaniques, parce que, encore une fois, dans le sujet d'électrolyse, on est plutôt dans ce secteur de la mécanique, de l'assemblage. Bah, plutôt que mes pièces fassent 3 fois le tour du globe, bah, finalement, je vais former mon équipe de France et d'Europe pour pouvoir peser, pour pouvoir avoir l'ensemble de la chaîne. Et ça, c'est un raisonnement complètement nouveau. Parce que, je peux témoigner, ayant développé pendant des années et cherché à les développer, les sujets de la transition énergétique. Moi, à chaque fois que je venais voir un investisseur, un ministère, etc., en disant est-ce qu'on peut faire une usine, est-ce qu'on peut redévelopper, moi, à chaque fois, je repartais le moral dans les chaussettes, parce qu'on me disait mais non, mais tout va se faire en Asie, etc. Donc, je pense qu'il y a quand même une vraie prise de conscience où je vois maintenant des groupes complets, des écosystèmes, donc je prends ceux des pièces mécaniques, qui se disent bah non, maintenant, nous allons faire un réseau en France, en Europe, pour faire les choses autrement. Oui, peut-être une difficulté quand même qu'il faut avoir à l'esprit. Alors, on en parlera après des difficultés, mais pour répondre à cette question, il va falloir quand même, pour que ça se fasse, qu'on sorte de la logique du low cost. Oui. On a quand même depuis 20 ans, 30 ans, même plus que ça, tourné dans la logique du low cost. C'est-à-dire qu'on délocalise pour que ça soit moins cher, on utilise des énergies fossiles pour que ça soit moins cher, on fait de l'agriculture intensive pour que ça soit moins cher, on fait de la grande distribution pour que ça soit moins cher. Et donc on a eu un objectif social central, c'est-à-dire qui a calibré les autorités de la concurrence dans tous les pays, qui est le prix le plus bas possible aujourd'hui pour le consommateur.
tout ce dont on parle là ne va pas se faire dans la logique de low cost. 1 kWh renouvelable, ça va être plus cher qu'un kWh thermique parce qu'il faudra acheter des électrolyseurs de Badam pour stocker les... Pas sûr sur le solaire. Pas sûr sur le solaire. Oui, mais quand on tient compte de l'intermittence, si quand même, ça sera plus cher. La relocalisation et une agriculture différente, c'est quand même plus cher. Le textile qui consomme beaucoup moins d'eau, c'est quand même plus cher que le textile qui consomme beaucoup d'eau. Donc je crois qu'il va falloir quand même, et c'est pas sûr qu'aujourd'hui le consommateur, il est schizophrène, quoi, mais c'est pas sûr. Et j'étais dans un débat comme ça avec le président d'une grande chaîne de distribution, où je disais que bien sûr, après la Covid, le consommateur allait passer à un autre système de valeur que le moins cher. Il m'a dit, tu plaisantes, dans ma chaîne de magasins, jamais la demande de prix le plus bas n'a été aussi forte. Et moi, je crois que ça va être un véritable obstacle, quoi. Alors tout dépend peut-être si on calcule ce que coûte véritablement le prélèvement de ressources naturelles aussi. Voilà. Enfin, quand vous achetez un jean, il y a peu de gens qui savent calculer les externalités associées, quoi, je veux dire. Ou alors il faudrait un État génial qui mette le prix du CO2, le prix de l'eau, le prix dans tous les biens, mais on en est à des lumières, quoi. Il faut un code de calcul avec lui. Non, mais on s'en approche. C'est-à-dire que l'information du consommateur, le Nutri-Score, l'éco-score, etc., enfin, il y a un certain nombre d'outils qui permettent de transmettre ça jusqu'au consommateur pour impliquer un changement de comportement. Et sans ce changement de comportement du consommateur, effectivement, rien ne peut bouger. Hein. Ça, c'est clair. Oui, c'est pas toujours l'autre qui doit changer de comportement, mais peut-être d'abord nous. Je m'incluais dans les consommateurs. Oui. C'est peut-être d'abord nous. Et c'est peut-être un modèle qui démontre, vous décriviez la très grande complexité des systèmes mondialisés, c'est peut-être tout simplement ce modèle-là qui ne tient pas la route parce qu'il s'est placé hors sol par rapport à la réalité du monde vivant. Et donc la question principale consiste à savoir comment on fait, non pas pour reconvertir l'industrie ou... non, il faut se poser la question de comment on cohabite avec le vivant en ne changeant pas le climat. C'est de ça qu'on parle. Et donc, de fait, ça induit des bouleversements, vous dites systémiques, et vous avez raison, extrêmement profonds, qui vont faire appel à notre capacité de créativité. Donc, tout le modèle qui est construit sur un système de management, de contrôle des uns par les autres, pour mettre tout le monde dans des petites boîtes afin que le modèle diffuse de plus en plus de produits, tout ça est mort. Effectivement, les entreprises s'en rendent compte maintenant et commencent à se réinventer en essayant de proposer, par exemple, que dans les modèles managériaux, chacun puisse intervenir. Parce que ce n'est pas l'autre qui va faire le changement, c'est chacun d'entre nous. Et je crois que dans les entreprises, en tout cas à notre échelle, celles que nous accompagnons et Pocheco, sont des entreprises dans lesquelles on est en train de travailler sur cette manière de prendre en charge nous-mêmes à petite échelle. C'est cette dichotomie entre la pensée mondiale qui est complètement délirante. Disons-le, pendant que quelques ingénieurs brillants tournent autour de la planète, on ne sait pas imiter, par exemple, un arbre, qui est une centrale photovoltaïque beaucoup plus performante que tous les systèmes que nous avons créés, pardon madame, jusqu'à présent, en termes de création d'énergie, en termes de réutilisation des matériaux au moment de la disparition du vivant. Donc, observons le vivant, comprenons le vivant et réinventons plutôt sur la base de petits groupes humains, petites équipes, pour penser les choses en fonction des rapports du GIEC qui nous disent de manière répétitive et insistante que pour l'instant, le modèle dans lequel nous fonctionnons nous emmène dans le mur. Alors j'aimerais bien qu'on aborde maintenant ensemble la question de justement des stratégies à mettre en place et à quelles échelles. Vous parlez d'une échelle effectivement assez locale pour les actions menées par Pocheco. Dans vos entreprises, en commençant justement par vous Emmanuel Druon, dans votre entreprise Pocheco, quelle a été la stratégie qui a été mise en œuvre? Et on abordera aussi la question de la reproductibilité aussi des actions à mener.
Oui, alors nous, très concrètement, quand on a choisi de changer les encres, c'est parce que elles étaient basées sur des solvants qui nécessitaient d'utiliser de l'essence F ou de l'acétone, qui sont très polluants et très mauvais pour la santé humaine. Donc on a cherché des encres et on a trouvé à base d'eau et de pigments naturels sans métaux lourds. Pour les cols, on a fait la même chose. Pour le papier, on a cherché des fabricants de papier qui, à chaque fois qu'ils coupaient un arbre dans une forêt, le faisaient par coupe d'éclaircie, donc en respectant le massif forestier, et en replantant 10 arbres à chaque fois qu'ils en coupaient un. C'est l'art du détail. Je peux vous donner une liste longue comme le bras, mais ce serait trop long pour le rendez-vous d'aujourd'hui, de choix et de décisions que nous avons produits en essayant de comprendre comment, à notre échelle, on pouvait faire un geste qui ne dégraderait pas, s'il était multiplié à grande échelle, qui ne dégraderait pas la situation de l'environnement. On se demande comment on va pouvoir emprisonner le carbone avec des technologies super modernes. Planter des arbres, préserver le plancton, faites en sorte que les systèmes naturels répondent à la demande. Ils le font beaucoup mieux que nous, tous réunis sur ce plateau ou ailleurs. Et la reproductibilité, qui était votre deuxième question, eh bien, c'est le choix des entreprises et des gens et des salariés dans les entreprises et de leurs états-majors. Et moi, je travaille aussi bien pour le groupe Danone que pour le groupe L'Oréal, mais je travaille aussi pour le groupe Monin, qui est une ETI du centre de la France, qui fait 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, 10 usines dans le monde, et qui produit des sirops, et qui est en train de se réinventer littéralement en fonction des contraintes qu'on est en train de décrire. Je travaille aussi pour le fabricant de casseroles Christelle, qui intègre une partie de sa production, vient de sauver une forêt de 11 hectares et s'introduit dans l'idée qu'à son échelle, il va pouvoir répondre à la contrainte. Ce que je veux dire, c'est que c'est une succession pour répondre à la complexité ingérable au plan mondial. Il faut répondre par la capacité humaine à se réinventer individuellement et dans des petits collectifs. Alors se réinventer, ça passe aussi par la recherche d'énergie nouvelle. Donc Florence Lambert, à Genvia, quelle stratégie vous mettez en place concrètement pour les années à venir? Et est-ce que l'hydrogène est une énergie qui potentiellement va pouvoir aider à cette transition énergétique? Oui, alors je vais peut-être commencer par la deuxième, puis après je vous expliquerai mon formidable plan de bataille. Alors oui, l'hydrogène, on dit souvent que c'est une clé de voûte, même si je pense que c'est important qu'on remette les choses à leur place, c'est-à-dire que l'hydrogène ne sera pas l'alpha et l'oméga sur l'ensemble des sujets de stockage. Hein, et souvent, moi, je m'insurge quand on dit demain on rase gratis, demain on roule à l'hydrogène. Non, aujourd'hui, en France, en Europe, à partir du moment où on a, par exemple, un réseau électrique bien développé et en plus décarboné, eh ben, je pense qu'on va continuer à rouler dans des petits véhicules avec des batteries. Et donc l'hydrogène, concrètement, ça s'inscrit en complémentarité pour électrifier des camions, des bus, des trains, des bateaux, parce que tout simplement la densité énergétique est meilleure sur l'hydrogène. Donc ça, c'est le premier point. Et vous voyez, ce qui est nouveau dans nos métiers, je pense que ça rejoignait ce que vous disiez, c'est que il y a 20 ans, quand on faisait de l'énergie, on regardait juste l'énergie. Aujourd'hui, quand on fait de l'énergie, on regarde l'énergie et aussi la mobilité, parce que les deux se rejoignent, notamment sur ces histoires de stockage. Et avec l'hydrogène, et c'est justement ce starter, pourquoi l'hydrogène s'accélère maintenant, c'est qu'en plus l'hydrogène, on va le retrouver complètement dans l'industrie comme seule source de décarbonation de l'industrie. Quand on émet du CO2, qu'est-ce qu'on en fait, hein? Les ciments, 4% des émissions mondiales, c'est un process, c'est un produit. Un cimentier produit son CO2, produit localement de l'hydrogène et va pouvoir réellement le recombiner et faire du carburant de synthèse. Donc, le pourquoi de l'hydrogène, je pense qu'il faut remettre les choses à leur place. C'est vraiment un facilitateur de la transition énergétique. C'est souvent ce qu'on ne sait pas faire, en particulier en France, quand on dit si on fait des batteries, on ne fait pas de l'hydrogène. Et il va falloir développer les différentes solutions. Et l'hydrogène contribuera, il n'y a pas de doute, en complément des batteries pour la mobilité et pour l'industrie. Donc, c'est super joli, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, tout ça, ça marche que si on sait produire, dont Genvia. Maintenant, mon plan de bataille, en fait, nous, on est tombé dans la transition énergétique. C'est-à-dire que notre raison d'être, c'est la transition énergétique, c'est produire cet hydrogène à des coûts compétitifs et sans polluer. Pour autant, il faut absolument qu'on devienne
complètement un acteur majeur. Et ce plan de bataille, il est de développer la technologie en même temps que l'outil de production, en même temps que les premiers marchés. Donc nous avons 4 ans concrètement à Genvia pour développer tout ça, pour vérifier que cette technologie, donc non seulement elle est viable, mais elle peut être produite à un coût compétitif, sinon on oublie. Sinon, évidemment, qu'est-ce qui va se passer ? Demain, il y a un Chinois, un Américain qui arrive et qui va faire la même chose et Genvia est balayée. Donc nous avons 4 ans pour tout faire en même temps. Donc on est une centaine de personnes aujourd'hui pour pouvoir à la fois développer la techno, l'outil de production sur Béziers et déployer les premiers marchés. Et les premiers marchés, sans surprise, c'est justement la décarbonation de l'industrie. Donc ça va être les cimenteries, ça va être l'acier. Donc essayer d'offrir donc, à ces industries, donc ils essaient d'électrifier un maximum, mais il y a un moment, le CO2 c'est inéluctable quand on fait du ciment, c'est de pouvoir donc, produire de l'hydrogène en local et les aider à décarboner leur industrie. Ok, donc le hydrogène ne remplacera pas le pétrole. On est plutôt sur une énergie différent. qui... Vous êtes alors, moi, je suis assez persuadée qu'on revient... Alors, mais là, on est à 2050. On est dans un réseau d'énergie qui est massivement décarboné. Alors moi, je suis convaincue qu'on aura beaucoup d'énergie renouvelable, qui est d'ailleurs une vraie opportunité pour redistribuer des ressources en local, y compris économiques. Il y aura aussi du nucléaire à proximité des villes, à proximité des sites industriels. Et dans ce contexte, il y aura un stockage massif par hydrogène. Et je vois à cet horizon plutôt la batterie comme un espèce de tampon énergétique. Mais vous voyez, on a besoin, 2050 c'est loin, il faut dessiner la trajectoire et pour y arriver, il faut vraiment l'ensemble de ces bouquets de technologies pour y arriver. Alors on abordera effectivement la question du rôle des technologies comme dans les solutions tout à l'heure. Je voudrais donner la parole maintenant à Patrick Artus et à Marie-Georges sur la stratégie finalement que vous avez mis en œuvre dans vos propres entreprises pour effectuer ce mouvement, ou participer à ce mouvement de transition. Marie. Alors, nous, on est une entreprise, Deloitte est une entreprise de service. Donc, on n'a pas l'impact environnemental d'une entreprise industrielle. Nous, notre plus gros impact environnemental, ce sont les déplacements professionnels. L'idée, c'est d'arrêter de prendre l'avion tous les 4 matins pour aller voir des clients à l'autre bout du monde. Donc ça, c'est notre impact majeur. Donc ça, c'est sur ça qu'on travaille. Et donc, on a une initiative mondiale qui s'appelle World Climate. Et on est aussi dans une trajectoire net zéro émission, neutralité carbone, avec des programmes très ingénieux d'ailleurs, puisque je vous rejoins complètement sur l'idée qu'on est pour résoudre ce type de problème, on ne les résout pas d'en haut. En fait, on les résout dans chaque personne qui prend conscience et qui se pose la question de se dire tiens, je dois aller voir tel client pour telle mission, est-ce que je peux faire autrement que prendre l'avion ? Rien que se poser la question, c'est déjà le début de la solution. Et donc peut-être qu'il n'est pas nécessaire que je me déplace. Et quand c'est un déplacement qui peut être fait autrement, est-ce que je peux le faire en train, en covoiturage ou je ne sais quoi, ou ne pas me déplacer du tout. Et donc ça, c'est vraiment un travail de prise de conscience individuelle, de pédagogie. On a des auditeurs chez nous qui arrivent à convaincre les clients qu'on peut faire les audits à distance et qu'on n'est pas obligé de se déplacer le lundi dans une usine en Malaisie, le mardi au Mexique et le mercredi aux États-Unis. Donc en fait, c'est vraiment des initiatives individuelles pour arriver à diminuer ces impacts. Ensuite, l'autre impact, il est humain. On est 250 000 collaborateurs dans le monde. L'impact, il est sur la capacité d'une multinationale comme Deloitte à donner accès à de l'emploi, à de la formation. Donc on a une initiative qui s'appelle World Class et qui a pour objectif d'emmener 100 millions de personnes vers la formation et vers l'emploi. Donc ça c'est des initiatives qui sont portées au niveau mondial et dans les différents pays. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait chez Deloitte ? On est le leader mondial de l'audit et du conseil, c'est-à-dire que globalement notre métier c'est d'accompagner les entreprises. C'est ça qu'on fait, c'est ça notre voilà. Et donc accompagner les entreprises dans quoi ? Donc l'idée, c'est plutôt de les accompagner dans la transition écologique et dans la transformation de leur modèle pour le rendre évidemment décarboné, plus durable. Et donc c'est évidemment là, en mettant nos collaborateurs au service de cette finalité-là, qu'on peut avoir le plus d'impact.
Alors justement, Patrick Artus, vous parliez d'investissement, Marie, tout à l'heure. Le domaine de la finance, quelles solutions sont aujourd'hui possibles pour assurer, pour changer fondamentalement la finance? Je vais prendre ma casquette de banquier. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a fait concrètement? On a pris tout le bilan de la banque et on a regardé tous les projets qu'on finançait. Et on les a classés sur une échelle entre très brun et très vert. Il y a 6 crans dans l'échelle. Et ensuite, on a mis en place une règle. Vous savez que les banques doivent avoir des fonds propres liés au niveau de risque de l'utilisation qu'elles font de l'argent, hein, dans le financement qu'elles donnent. On a fait exactement la même chose, mais alors c'est fictif, hein, c'est de la comptabilité analytique, mais en disant aux équipes de la banque, quand vous financez un projet brun, vous allez consommer plus de fonds propres que si vous consommez un projet vert, et donc ça va être plus cher, quoi, hein. Alors c'est un effet d'abord de décentralisation, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller regarder en centrale. Je veux dire, chaque type dans une agence qui fait un crédit, il sait que ce client-là, ce projet-là, il est très très brun, donc le crédit va être plus cher. Et donc ça va normalement décourager le client, en tout cas. Et puis deuxièmement, c'est quelque chose qui est évidemment évolutif. On ne pouvait pas ne faire que du vert. Au début de ce process, 60% des financements étaient bruns. Hein, donc on ne pouvait pas dire on arrête de financer le brun parce qu'on aurait arrêté de financer 60% des entreprises qui travaillent avec nous, quoi. Donc voilà, donc vous voyez, on a fait quelque chose qui est très décentralisé et très automatisé finalement. Et ça marche bien, hein. C'est quelque chose qui est en train progressivement de changer le bilan de la banque vers le vert. Alors, une petite question du public. Est-ce que la recherche de rentabilité des entreprises à court terme n'est-elle pas un obstacle à cette transition écologique? Et plus globalement, quels sont les obstacles à la transition écologique? C'était le troisième point, oui. Donc, Patrick, vous voulez embrayer? Quels sont les freins, les obstacles à cette transition? J'avais 6 trucs qui me paraissent des obstacles. Bon, le premier obstacle sérieux, on en a parlé, c'est que ça détruit du capital, quoi. Et donc, il faut se rendre compte qu'il va falloir que collectivement, on accepte de détruire du capital. C'est-à-dire qu'on a épargné, on a investi, et on va détruire ce capital, hein. Et ça, c'est quelque chose, ça ressemble à une guerre, quoi, je veux dire, hein. Donc, on va détruire du capital. C'est pénible de détruire du capital parce qu'on a renoncé à consommer pour l'accumuler et finalement on ne va pas s'en servir, quoi. Donc, deuxième chose, ça va changer massivement la structure des emplois. Prenez je sais pas, un exemple au hasard, la vallée de l'Arve. Vous avez plein de sous-traitants de l'automobile qui fabriquent des morceaux de moteur diesel ou des morceaux de boîte de vitesse. Que vont faire tous ces salariés? Alors demain on aura Jean-Dominique Sénard qui sera là demain soir, mais bon, les estimations les plus raisonnables disent qu'en France, par exemple, la filière automobile au sens large va perdre 200 000 emplois. Donc il va falloir être capable de trouver à la même vitesse de temps 200 000 emplois dans les nouvelles industries. C'est pas si... Alors, sur le papier, on peut faire des effets de manche. Dans la vraie vie, le type qui fait des soupapes de moteurs diesel à Bonneville, quand on va l'expliquer qu'à partir de maintenant, il est dans l'île de Sein et il répare de l'éolien offshore, ça va lui faire un choc, quoi, quand même, hein. Donc c'est pas si simple, ça. Troisième sujet, il y a des gros effets, on en parlait ce matin déjà avec Claire Vézan, il y a de gros effets redistributifs. La taxe CO2, les règles énergétiques, ça crée de très gros effets redistributifs. Les 10% de Français qui ont les revenus les plus bas consacrent 14% de leurs revenus à acheter de l'énergie. Et pour les 10% de Français avec les revenus les plus élevés, c'est 2%. Hein, donc, quand vous mettez un prix au CO2, vous créez une forte anti-redistribution. Donc, je vais vite. Un quatrième sujet, alors ça c'est un point que vous avez évoqué déjà, il faudrait mieux éviter d'importer les matériels dont on aura besoin, parce que si on importe toutes les éoliennes, tous les électrolyseurs et toutes les cellules électriques, on va se créer une dépendance pire qu'avec le pétrole vis-à-vis du reste du monde. Je saute. Et dernier sujet, on nous demande aujourd'hui de décider de choses qui vont avoir des implications très longues dans la vie d'une entreprise, dans une situation de très grande incertitude technologique. Ça, on en reparlera demain au sujet de l'automobile. La batterie lithium-ion, tout le monde sait que ce n'est pas la solution, quoi. D'abord, si toutes les voitures étaient électriques, il n'y aurait pas assez de lithium, de cobalt, de cuivre, de nickel, etc. et de terres rares. Donc, voilà. Et pourtant, on va investir des milliards d'euros dans la fabrication de batteries lithium-ion.
L'hydrogène, on ne sait pas exactement comment ça va s'organiser. Est-ce que ça sera très décentralisé? Est-ce que ça sera des gigafactories à hydrogène associées à de giga-usines solaires? Enfin voilà. Donc on a plein d'incertitudes technologiques et pourtant il faut décider quand même. Vous souhaitez réagir, brièvement, Emmanuel, d'abord peut-être, et puis Florence. Brièvement, je crois qu'il reste 235 000 entreprises industrielles sur le territoire national en France. Eh bien, on pourrait déjà créer un poste de technicienne ou de technicien de l'analyse du cycle de vie pour chaque site industriel. C'est 235 000 postes. Et je pense que des solutions comme celle-là, qui sont porteuses d'avenir, nous emmènent dans la bonne direction. Et puis, à un moment donné, on va choisir de financer la formation. Puisque la transition appelle, bien entendu, la formation, l'éducation, le changement, appelle un investissement massif dans la formation auquel on ne s'est pas suffisamment consacré jusqu'à présent et pour lequel, à mon avis, il va falloir mettre les bouchées doubles ou triples. On rémunérera donc peut-être un peu moins le capital, mais peut-être qu'on consommera un peu plus du capital de l'entreprise pour financer la formation et la reconversion. C'est ce qu'on a fait à notre échelle chez Pocheco. Et dans cette situation d'effondrement, ça fonctionne. Florence. Moi, je voulais juste du coup témoigner parce qu'en fait, justement sur le site de Béziers qu'on utilise et justement on vise une gigafactory à horizon 2030. Finalement, l'opérateur, le technicien, l'ingénieur qui initialement faisait ce qu'on appelle des BOP pour des blowout preventers, c'est des espèces de grandes mâchoires qui obturent les puits de pétrole. Aujourd'hui, ça se passe très bien. Mais en fait, ça s'anticipe. Si on regarde, donc il y a eu quand même un travail fait en amont justement par l'usine, de raisonner, de préparer vraiment les esprits à fonctionner en cluster sur l'industrialisation, quel que soit le sujet. Et ça, pour moi, c'est une formidable synchronisation qui doit se faire sur tout le tissu industriel. Donc, alors, on n'arrivera certainement pas à l'équation 1 pour 1, mais je pense qu'on peut en être pas loin en s'appuyant vraiment sur les socles de compétences qu'on n'a pas encore perdus en France en particulier. Et vraiment, je peux témoigner, vous allez voir les opérateurs à Béziers, ils sont aussi ravis de passer de l'oil and gas à la transition énergétique et c'est des formidables pour moi collaborateurs qui me permettent de gagner du temps dans la course mondiale parce qu'ils sont déjà formés. Donc ça c'est pour moi un point. Je voulais juste revenir sur la technologie. Écoutez, pour moi, je crois qu'un des mots qu'on a eu en France, c'est quand même de ne pas suffisamment investir et de prendre de risques sur la technologie. 8 ans de direction d'un institut qui est un des leaders donc de recherche au monde. On a fait 3-4 transferts de technologie. Oui, on va des fois se louper. Mais je pense qu'il faut vraiment utiliser ce grand momentum général pour pouvoir de nouveau réinvestir sur la technologie. C'est quand même la clé de tout ça. Alors, on ne va pas tout faire, il faut choisir, il faut certainement pouvoir faire un équilibre entre les technologies, mais moi, je pense que c'est le moment de réinvestir justement et de prendre des risques. Je ne suis pas une grande fanatique de M. Musk aux États-Unis, parce que je pense que c'est un personnage très, très médiatique, mais il a quand même appris une leçon au monde de l'industrie qui est que quand même en osant, en faisant des choses, en ratant des démarrages de fusées, finalement on arrive à faire des choses et j'espère qu'on va quand même, en particulier en France, rebondir et réinvestir sur de la technologie. Marie-Georges, sur justement ces solutions qui ne seraient être pas seulement technologiques, à votre avis? Oui, je pense qu'il y a une part effectivement de technologie qui est essentielle. Mais il ne faut pas penser que la solution à tout ça n'est que technologique. Je pense que c'est très important. On l'a dit, je crois qu'on l'a illustré pas mal. On est sur un changement de modèle. Il faut sortir du low cost, il faut sortir de la surconsommation, revenir à une forme de sobriété, relocaliser les chaînes d'approvisionnement. Enfin, il faut faire de manière très très différente de ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, il y a un changement de comportement associé aux bonnes technologies, Enfin, voilà. La question, c'est vraiment, et je pense que c'est ça la clé, c'est de dire que il n'y a pas
une marotte. C'est bien la question du systémique dont on parlait tout à l'heure. Il n'y a pas une recette miracle. Il va falloir associer des composants, il va falloir que tout le monde s'y mette, chacun à son niveau pour y arriver, à l'échelle de ce que nous sommes, hein, des citoyens, des consommateurs, et à l'échelle des États, et à l'échelle des multinationales, etc. Donc il faut que chacun s'y mette et travaille, et on a une alliance, et je pense que c'est vraiment très important, de la technologie, de la science dure, et puis des sciences humaines. C'est très important parce que finalement, la question qu'on pose, c'est... si on raisonne en termes d'indicateurs comptables, on dit alors finalement le seul indicateur n'est pas la performance financière de l'entreprise, mais on va prendre en compte aussi des indicateurs environnementaux et sociaux. Finalement, la question qu'on pose derrière, c'est... qu'est-ce qu'on veut préserver, qu'est-ce qui est important dans la vie, qu'est-ce qui fait qu'on peut continuer à vivre sur cette planète de manière satisfaisante, sans détruire la nature, avec des inégalités qui ne sont pas celles qu'on a aujourd'hui. Donc la question qu'on pose, c'est la question de qu'est-ce qui est important pour nous, humains, quel genre de monde on veut construire. Et donc ça, c'est des questions qui sont philosophiques, qui sont éthiques, qui ont besoin du concours de toutes les sciences. Et c'est pour ça que je trouve que ces entretiens, ces rencontres sont vraiment importantes, parce que il faut vraiment partager le savoir, il faut vraiment décloisonner le savoir, et il faut trouver des solutions tous ensemble. La solution n'est pas chez les économistes, elle n'est pas non plus chez les ingénieurs, elle n'est pas non plus chez les philosophes, elle est un peu partout, et surtout, elle est dans le dialogue entre l'ensemble de ces personnes-là. Eh bien, pour conclure cette conversation, comment chacun d'entre vous envisageait un petit peu le futur et à quel horizon ? Puisqu'on a bien vu, en fait, si on résume un petit peu, que la transition écologique sera douloureuse. Il faudra l'expliquer, avoir le courage de l'expliquer, et qu'en même temps, on peut aussi proposer à l'humain un projet qui peut être un projet de bien-être. Donc comment chacun d'entre vous envisageait un petit peu ce futur, et à quelle échelle, quel horizon, peut-être en commençant par vous, Emmanuel. Alors, moi je réagis à l'idée que c'est forcément douloureux. Non, on se réinvente, on est agile, on réapprend à penser ensemble, on lit les philosophes, ça va faire du bien ça dans les entreprises, hein. Il va falloir apprendre à lire d'abord, hein, et puis ensuite on va apprendre à lire les philosophes, les sociologues, Bruno Latour, Baptiste Morisot, Manière d'être vivant, lisez Manière d'être vivant. Voilà, ça c'est des grands messages. Mais c'est génial de se réinventer. Regardez, on va inventer les solutions qui nous permettent de ne pas faire plonger l'espèce humaine dans l'effondrement. Voilà, c'est ça l'avenir. C'est pas triste. Florence. Pour moi non plus, il n'est pas triste. Pour moi, du coup, nous rentrons dans une technologie qui est dans la transition énergétique. Donc on a 4 ans pour démontrer et faire ce plan de bataille, et tout en étant dans la transition énergétique. Donc si tout se passe bien, en 2024, on appuie sur le bouton d'une gigafactory qui sera à pleine production à 2030, et qui, outre le fait de participer à la décarbonation, en tout cas de l'industrie, permettra aussi de faire un minima 500 emplois en local. Et donc c'est pour moi un ensemble de sujets. Alors, chemin faisant, je n'ai pas été que technologue, et là je pense que vos interventions, vous avez complètement raison. Ce qu'il faut absolument mettre sur le chemin critique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre juste de faire une usine et dire au fait ma techno, est-ce que c'est la bonne ? Et ça, les technologues ont beaucoup failli en se pensant, sachant. Ça veut dire que moi, dès l'année prochaine, nous mettons des dispositifs sur le terrain pour vraiment apprendre avec les utilisateurs, pour faire en sorte que les interfaces, le digital soit très important, qu'il ne faille pas des bac plus 18 pour comprendre le sujet, ou qu'au contraire, les solutions soient les plus agiles possibles. Donc mon plan de bataille, c'est ça. Donc s'inscrire complètement dans la transition écologique, mais vraiment d'apporter aussi des emplois et un succès industriel à la clé. Patrick et Marie, vous avez chacun 1 minute. Allez-y. Moi, je vais faire le bad guy à ce stade, parce que bon, non, ce qui est quand même très inquiétant, d'abord, c'est les irréversibilités. Je vais prendre un exemple, l'urbanisme.
quand vous avez étalé les villes à 40 km des centres-villes avec plein d'habitats dispersés, vous voyez que vous créez une énorme irréversibilité sur le transport, les déplacements, la consommation énergétique. Cet habitat individuel dispersé, c'est le pire en termes de consommation énergétique pour les logements, quoi. Donc il y a quand même de grosses irréversibilités dans nos sociétés et ça va être très très long de les corriger. Donc faut quand même... Et puis le second point d'inquiétude, c'est que là on a une discussion d'Européens. Le président Xi Jinping vient d'autoriser l'ouverture de 50 mines de charbon. Les Indiens ont dit que le charbon était au centre de leur stratégie énergétique. La Pologne ne le dit pas, mais elle pense très fort. Donc on va créer une très très grande différence entre les vitesses de transition des pays. Et ça, c'est très compliqué à gérer aussi. Je veux dire, on va être confronté à des pays qui ne font pas d'efforts. Alors est-ce qu'on aura... Il y a des instruments, hein. On peut mettre de la taxe CO2 aux frontières, on peut mettre... Est-ce qu'on saura le faire? Mais on va avoir un très gros problème de compétitivité parce que plein de pays ne sont pas du tout sur la même dynamique que l'Europe. Je suis d'accord sur le fait que le challenge est immense et que les dégâts qu'on a infligés jusqu'à présent à la nature, aux espèces, etc., sont en grande partie irréversibles, que les boucles dans lesquelles on est aujourd'hui sur le changement climatique sont très préoccupantes. Donc, je crois que la situation est très grave. Je crois que tout le monde n'en a pas conscience et ne prend pas les mesures adaptées. Et on vient de parler d'un certain nombre de disparités dans le monde sur ce sujet. Après, mon espoir à moi, c'est la jeunesse. Et quand je dis ça, je dis la capacité à réinventer le modèle, à repenser les choses différemment. La jeunesse, c'est ça, l'enfant, c'est ça. C'est celui qui n'a pas de limite dans la pensée créative et on lui donne un problème et il trouve une solution. Et cette histoire, ça m'a fasciné un peu, cette histoire de recréer un nuage au-dessus du cercle arctique pour empêcher créer un nuage artificiel pour permettre aux rayons de se refléter, etc. C'est des solutions quasiment un enfant aurait pu imaginer. Et je pense que voilà, il y a de l'espoir dans. Il y a un film coréen comme ça où il se loupe, la température tombe à peu moins 70 degrés. Hein. Oui. Non, mais peut-être qu'on se loupera, mais l'essentiel c'est qu'on aura essayé. Et donc voilà, moi j'ai beaucoup de foi là-dedans, dans la créativité, dans la capacité de l'humanité à s'adapter, à inventer des solutions. En allant retrouver l'enfant qui est en nous, peut-être. Très bien. Merci beaucoup, Emmanuel, Florence, Patrick, Marie. Merci beaucoup pour tous ces échanges.